L'éducation, encore l'éducation, toujours l'éducation. L'éducation sera au cœur de tout et en avant de tout. Face au système d'aide sociale très insuffisant pour les étudiants, qui en plus est injuste, il y a besoin de rénover tout le système d'aide sociale. Il ne faut plus avoir une gestion comptable de l'éducation nationale. Il faut avoir une gestion humaine, il faut avoir une gestion humaine aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Bon alors les profs, un gouvernement de droite, c'est sympa, non? Le gouvernement actuel, on ne peut pas dire qu'il reconnaisse le métier d'enseignant. Quand on voit le nombre de postes qui sont supprimés par M. de Robien et par le gouvernement dans son ensemble, on ne peut pas dire qu'ils le reconnaissent. Et du côté des moyens, ça donne quoi? Le Wi-Fi, vous connaissez? La réalité, c'est que les 3/4 des bahuts travaillent dans des situations de misère matérielle totale. Moi, dans l'établissement où je suis actuellement, on en est encore au lecteur magnéto cassette. En 2007, on n'est pas équipé en DVD. Vous serez soutenus, encouragés par la République dans votre mission. Votre place sera mieux reconnue, vos formations améliorées si vous en sentez le besoin. Et voici la réponse à la question que tout le monde se pose. Combien faut-il d'élèves par classe pour assurer un vrai soutien dans les zones en difficulté? On ne peut pas avoir la même attention quand on a un groupe de 4-5 enfants qui décrochent et que l'autre groupe continue à avancer. On ne peut pas, dans une classe de 23-24, avoir la même attention et de se focaliser sur ce petit groupe qui est en difficulté, sinon on néglige les autres. Donc c'est vrai que d'avoir une classe un peu plus réduite, ça permettra un petit peu plus de cibler en fonction du niveau des élèves. Actuellement, il y a à peu près une taille moyenne des classes en primaire qui est de 23 élèves en dehors des ZEP et de 22 en ZEP. Donc un élève par classe de différence, on voit bien que c'est pas ça qui va permettre de surmonter les handicaps initiaux de ces écoles. Alors que là, en passant comme le propose le pacte présidentiel, à 17 élèves en CP et CE1, c'est-à-dire une réduction de 5 élèves par classe. Avec une telle mesure, pourrait réduire de façon extrêmement significative les écarts énormes de réussite scolaire entre les élèves placés en ZEP et les élèves qui ne sont pas en ZEP. La France a besoin de vous. Vous êtes tous les jeunes dans vos diversités, la chance, notre chance. Je veux une France qui vous écoute, une France qui vous comprenne et en même temps une France qui soit très exigeante envers vous. Quand on enseigne à Nanterre, un quartier populaire, on est en contact direct avec les difficultés des parents. Mais jusqu'où sont-ils prêts à aller pour que leurs enfants réussissent? Beaucoup s'endettent ou font en sorte que leurs gamins puissent avoir des cours supplémentaires, des cours de soutien scolaire, et les familles qui n'ont pas les moyens, comment elles font? Mais n'est-ce pas justement à l'école d'organiser le soutien scolaire? Je fais personnellement une heure d'aide en français en 6e. C'est insuffisant. C'est évidemment insuffisant. Oui, le collège et l'école devront également assurer, en leur sein ou dans les quartiers, le soutien scolaire gratuit, sans lesquels il n'y a pas d'égalité des chances. C'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le répétiteur vient se frotter un petit peu au milieu enseignant et l'enfant bénéficie d'une aide. Écoutez, que demande le peuple? Nous confierons cette nouvelle mission, comme vous l'avez proposé dans plusieurs débats, à un corps nouveau, à un nouveau métier de répétiteur. Et les parents, comment ils font pour s'en sortir dans tout ça? Nous assumons de plus en plus des rôles de saisie que faisait avant l'administration. On est en train de se transformer en secrétaire, on est en train de se transformer en surveillant supplémentaire. Nous sommes allés voir le sociologue Hugues Lagrange. Il étudie les classes relais où un enseignant et un éducateur encadrent les élèves en difficulté. Alors Hugues, est-ce que ça marche? Le fait que l'enseignant soit déchargé d'une part de la discipline, du contrôle comme ça, et qu'il puisse se reposer ou s'appuyer sur un éducateur qui a l'habitude de ces enfants-là, permet une dynamique et permet à ces enfants qui passent, ça peut être 6 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an dans les cas les plus longs de passage dans les classes relais, ça permet aux enfants qui y passent de rattraper, disons, le tronc commun du collège. Je ne veux pas
me faire à l'idée qu'il y ait deux jeunesses, l'une qui serait vouée à la réussite et l'autre condamnée à l'échec, ou pire, à la violence, parce qu'au départ, il n'y a pas les mêmes chances et qu'on n'a pas su recadrer, encadrer, discipliner à temps les enfants pour les faire réussir à l'école, comme le dit très bien Kerry James. Pascal a découvert la ZEP en septembre dernier, après avoir passé 10 ans dans des établissements de centre-ville. Alors Pascal, ces enfants en ZEP, ils sont vraiment différents? Ce qui m'a frappé en arrivant là dans l'école, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité de rêve. Je leur ai demandé qu'est-ce qui te fait rêver, de quoi tu rêves, et il n'y avait pas de réponse. Ça m'a beaucoup étonnée parce qu'à 4 ans, 5 ans, les enfants ont beaucoup d'imaginaire et l'expriment. Oui, il y a des élèves qui arrivent avec des difficultés de lecture, d'écriture et de compréhension. Et oui, les enfants ne seraient donc pas tous du même niveau en arrivant à l'école. Surprenant, non? Il n'y a pas seulement la socialisation. L'école maternelle, c'est pas simplement un lieu de socialisation, d'apprendre à vivre avec les autres. C'est véritablement un lieu dans lequel cet apprentissage social, il passe de manière majeure par le langage. Et là-dessus, l'école peut, je dirais, apporter quelque chose de plus, c'est-à-dire à des enfants qui ne sont pas suffisamment stimulés, encadrés dans le dialogue avec les adultes. Tous les enfants en situation de handicap auront le droit de s'inscrire à l'école dès l'école maternelle. Et il appartiendra à l'école et non plus aux parents de justifier les raisons pour lesquelles ces enfants ne sont pas accueillis. On nous parle souvent du manque de moyens des universités. On est donc allé faire une petite visite sur le terrain pour faire un état des lieux. Allez, on commence par les bureaux. Carlos, faites-nous voir la salle des profs. Ben comment ça, il n'y en a pas? Si on a 1 heure entre 2 cours, on s'installe dans la salle qu'on trouve libre. D'un coup, quelqu'un arrive, un groupe d'étudiants arrive. Vous avez cours ici? Bon, je pars, je vais ailleurs. Mais il n'y a absolument rien. Pas terrible les conditions de travail des profs à la fac. C'est peut-être parce qu'on a tout misé sur celles des étudiants, non? On a des conditions d'études de plus en plus défavorables, des locaux qui se dégradent d'année en année, qui ne sont jamais rénovés, des professeurs qui sont absents des mois entiers et qui ne sont pas remplacés, la bibliothèque universitaire qui ouvre très tard, qui ferme très tôt, qui est fermée le dimanche, des amphis avec 300 élèves pour 150 places. L'université en France pose un gros problème. Dans l'OCDE, donc, le budget par étudiant moyen annuel est d'environ 9 000 €. En France, il est de 6 700 €. Ah bah forcément, si on dépense moins que les autres, ça va être difficile de faire mieux. Notre pays, depuis maintenant un bon nombre d'années, accuse un retard très important quant au financement des universités. On le voit quand on regarde les locaux des universités. Il est fondamental que la France, au minimum, se mette au même niveau que la moyenne des pays de l'OCDE. Et donc il faut investir massivement de l'argent public dans nos universités. On va donc devoir dépenser plus pour nos facs, mais aussi, on le sait bien, réformer le fonctionnement pour dépenser mieux. Mais comment on va faire? L'État n'a plus les moyens aujourd'hui de se consacrer à la rénovation des bâtiments, il ne peut pas le faire seul. C'est pour ça qu'une décentralisation vers les régions des bâtiments universitaires, de leur gestion, de la construction et de celle du logement permettrait d'augmenter les moyens mis à disposition de ce secteur particulier. La société de la connaissance, exigeant un investissement massif dans l'université et dans la recherche. Je veillerai à renforcer l'autonomie des universités dans le cadre national. Pour financer ses études de droit, Rachid doit travailler à la poste. 3 nuits par semaine, de 22h à 6h du matin, il trie le courrier. Et alors les études dans tout ça? Quand on travaille la nuit de 6h de 22h à 6h du matin, et les cours du matin, on peut pas y aller. On peut pas y aller, il faut dormir, donc ça m'arrive de rater des cours importants qui sont aussi déterminants pour la formation de juriste que je veux faire, et c'est très pénalisant. Il faut mettre en place une allocation d'autonomie universelle qui remplacerait le système des bourses actuelles, donc universelle pour tous les étudiants toucheraient une allocation d'autonomie, mais le montant de cette allocation serait individualisé, ça ne serait pas le même montant pour tout le monde,
à la fois en fonction des besoins des étudiants qui sont différents suivant les villes ou suivant qu'on a un logement indépendant ou pas, et surtout il serait individualisé en fonction des revenus propres de l'étudiant, si les parents aident ou si les parents n'aident pas, le montant ne serait pas le même. Et en contrepartie de quoi ? On nous permet de pouvoir faire des études, d'être autonome financièrement, d'avoir la liberté de pouvoir choisir ce qu'on veut faire comme études, mais en contrepartie, on donne du temps à l'université. À la limite, même le temps que je consacre à trier les lettres, à le faire en cours de soutien pour les enfants qui ont besoin, ou bien faire de l'assistance juridique dans une collectivité territoriale ou dans une association, peu importe. Je me sentirais plus utile et c'est comme ça que et moins épuisé. Je m'engage pour les jeunes sans ressources et qui vivent de plus en plus nombreux dans la précarité, à créer une allocation d'autonomie et d'entrée